Si vous étiez pris au piège dans un labyrinthe géant rempli de pièges mortels, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la prison de la mort dans Cube 2021. Cet homme est sur le point d'être traumatisé. Yuichi se réveille sur le sol et voit un étranger se tenir au-dessus de lui. Choqué, il recule et jette un coup d'œil autour de lui, réalisant qu'il est coincé dans une cellule de prison bizarre avec plusieurs autres personnes, et qu'ils portent tous des uniformes. Il ne se souvient pas comment il est arrivé ici, et l'autre homme, Shinji, révèle qu'il ne s'en souvient pas non plus. Pour ne rien arranger, ils n'ont aucun de leurs effets personnels, et ne peuvent donc pas appeler à l'aide. Mais ça éveille la curiosité de Shinji, et il demande si quelqu'un a commis un crime, et tous insistent sur le fait que ce n'est pas le cas. Mais le groupe est interrompu quand une trappe s'ouvre. Une chaussure est jetée dans la pièce, et quelqu'un tire sur le lacet qui y est accroché. Puis, la personne saute rapidement à l'intérieur en reprenant son bien. La trappe derrière lui se referme automatiquement, et l'inconnu les ignore, se dirigeant vers la trappe à l'autre bout de la pièce. Shinji l'arrête et lui demande où ils sont, mais il remarque une entaille sur son épaule. Il est clair que quelque chose de dangereux s'est produit ici. Mais avant qu'il ne puisse continuer, les lumières de la pièce commencent à vaciller et l'étranger peut entendre quelque chose qui gronde dans les pièces au-dessus d'eux. Grimpant le long des murs, il se dirige vers le plafond et ouvre la trappe. Quelque chose tombe sur le sol et le groupe se rend compte qu'il s'agit du corps d'un homme, dont on a extrait un cube de chair de la poitrine. C'est terrifiant. Et alors qu'ils se rendent compte de ce qu'ils voient, une autre trappe s'ouvre. Cette femme commence à se frayer un chemin dans la salle, mais elle s'arrête net, examinant attentivement les 4 personnes présentes dans la pièce. Ils ne savent pas ce qui se passe dans cet endroit, et ils ne se doutent pas qu'un seul d'entre eux pourra s'échapper de cette prison mortelle. En entrant dans leur cellule, la femme inspecte le corps, mais Shinji panique. Il ne peut pas gérer la situation, et il ouvre une des trappes espérant s'échapper. Au dernier moment, l'étranger l'arrête et grimpe dans le tunnel pour lancer sa chaussure dans l'autre pièce. Au moment où elle atterrit sur le sol, un tube sort du mur et projette un jet de flamme qui incinère la chaussure. Les autres se rendent compte qu'ils auraient pu mourir s'ils étaient entrés dans cette autre salle. Et l'homme ouvre une trappe vers une autre pièce, vérifiant s'ils peuvent y entrer en toute sécurité. Heureusement, rien ne se déclenche, et il avertit les survivants de le suivre, sinon ils vont mourir. Les prisonniers restent en arrière, incertains de ce qu'ils doivent faire. La femme leur dit alors qu'elle va le suivre, laissant les autres à leur sort. N'ayant pas d'autre choix, les survivants décident de les rejoindre et de monter dans la pièce suivante. Dès que la dernière personne entre dans la cellule, la trappe se referme derrière eux, et la femme leur demande ce qu'ils sont. C'est une question étrange, mais ils font le tour de la pièce en révélant leur nom, et elle leur demande alors s'ils se souviennent de ce qui s'est passé avant qu'ils n'arrivent dans cette installation. Shinji explique qu'il sortait du travail et qu'il s'est évanoui alors qu'il rentrait chez lui, et Yuichi raconte qu'il dormait chez lui. Il n'y a pas de facteur commun qui expliquerait ce qui se passe, et Shinji dit qu'il s'agit peut-être d'une émission de télévision. Il commence alors à appeler dans le vide pour qu'on le sorte de là. Ok, c'est terrifiant. Tout le monde s'est réveillé dans une de ces pièces, mais personne ne se souvient avoir été kidnappé ou amené ici. Pour ne rien arranger, il est évident que cet endroit est littéralement un labyrinthe de la mort, et qu'un seul faux mouvement pourrait nous faire tuer. Nous n'avons ni eau, ni nourriture. Et même s'il n'y a visiblement pas de chronomètre, il est clair que nous devons nous échapper avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, ces personnes ne le savent peut-être pas, mais cette expérience dure depuis beaucoup plus longtemps qu'elles ne le pensent. Il se trouve qu'un autre groupe de personnes a mené cette expérience en Amérique du Nord, et qu'une seule personne a survécu. Mais c'est parce que c'était un génie des mathématiques. Il est important de le souligner parce que si quelqu'un déploie autant d'efforts pour construire un labyrinthe mortel de plusieurs millions de dollars, c'est qu'il a une raison bien précise de le faire. Quand les scientifiques mènent des expériences, ils s'appuient d'abord sur une théorie et procèdent ensuite à des essais sur différents groupes pour prouver cette théorie. Si le premier test n'a été effectué qu'avec des Américains et que le test actuel n'est effectué qu'avec des Japonais, il est clair qu'ils essaient de déterminer quel groupe démographique est le plus apte à s'échapper de ce labyrinthe. De ce point de vue, c'est un peu comme si c'était la Coupe du Monde des Jeux de la Mort, où les éliminatoires vous tuent, vous et vos compatriotes. Un pays se vantera d'avoir les joueurs les plus intelligents et les plus compétents. Et c'est pourquoi la fierté nationale voudrait que nous nous échappions de cet endroit avec le plus grand nombre de survivants possible. Maintenant, pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, nous avons besoin d'une stratégie pour évoluer en toute sécurité. Donc la chose la plus intelligente à faire est de rassembler suffisamment d'informations pour savoir quelles pièces sont piégées ou non. Ce joueur a eu une idée géniale en utilisant sa chaussure pour tester les pièces. Et il a prouvé que les pièges ne se déclencheront que si le sol et les murs sont sensibles à la pression. Le problème, c'est qu'avec 5 autres joueurs et une chaussure brûlée, il ne reste que 11 chaussures dispo au total. Et plus nous les utiliserons, plus nous finirons par manquer de moyens pour tester les pièges. Nous ne connaissons pas encore la taille de cet endroit. C'est pourquoi nous devons économiser toutes les ressources précieuses qui nous tombent sous la main. C'est pourquoi si c'était moi, j'emporterais ce gros tas de viande humaine dans la pièce voisine. Ça peut sembler dégueu, mais à situation désespérée, mesure désespérée. Et au lieu de prendre le risque de gaspiller une autre chaussure, je continuerai à jeter le tas de viande dans la pièce voisine jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de le récupérer.
Je suggère également de tester 2 fois une pièce piégée. Ça peut sembler contre-intuitif parce que nous ne voulons pas gaspiller de ressources, mais ça pourrait nous donner des informations extrêmement utiles, parce qu'il est possible que la pièce ne puisse être déclenchée qu'une seule fois. Si c'est le cas, il est possible de la traverser en toute sécurité après l'avoir déclenchée, ce qui nous permettrait de faire des allers-retours plus sûrs pendant que nous cherchons un moyen de sortir. ID frappe le mur faisant taire le gars, et il continue à avancer vers une autre trappe. Il envoie une chaussure pour s'assurer que la pièce est sécurisée, découvre qu'elle n'a activé aucun piège et ouvre la voie vers une salle éclairée en vert. Le groupe le suit, mais alors que Yuichi pénètre dans la cellule, un de ses boutons tombe. Il le ramasse et se rend compte qu'ils peuvent l'utiliser pour marquer le lieu d'où ils viennent, et il laisse une marque sur une plaque de métal. Les survivants continuent de se frayer un chemin dans l'installation, traversant plusieurs pièces différentes. Mais quand ID lance sa chaussure dans cette pièce, des pointes en sortent soudainement. Sa chaussure détruite, il demande à Yuichi une autre paire, et l'homme accepte de la lui donner. Mais il souligne qu'ils finiront par être à court de chaussures. ID sait qu'il a raison, et il affirme que la seule autre option est de sauter dans la pièce en espérant ne pas se faire tuer. Pour l'instant, ils sont obligés d'utiliser cette technique. Et alors que l'homme fait demi-tour, Yuichi remarque quelque chose d'étrange. Il y a une série de chiffres au milieu de la trappe, et seulement au niveau inférieur. Mais il n'a aucune idée de ce qu'ils signifient. En retournant dans la pièce précédente, le groupe découvre que certaines des trappes sont verrouillées, et ID ici parvient à ouvrir cette trappe. Il monte à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger à entrer dans la pièce suivante. Mais alors que Yuichi se glisse à l'intérieur, il remarque qu'il y a une séquence de chiffres différentes sur le sol du tunnel. Il doit y avoir une raison à ça, et il dit au reste du groupe qu'il a vu la même série de chiffres en revenant de l'autre pièce. Mais ce garçon, Chiharu, découvre qu'il y a aussi des séquences différentes pour les côtés. Yuichi pense qu'ils trouveront des nombres similaires dans les prochaines trappes, et il se rend compte que les autres se tiennent à l'écart, pensant qu'ils pourraient tomber dans un piège. À contre-cœur, il ouvre la trappe et la tire vers le bas, mais rien ne se passe. Nerveux, il décide de jeter un coup d'œil par l'ouverture et est surpris de trouver un vieil homme assis tout seul. Le groupe entre dans la pièce et il se présente sous le nom d'Ando, pensant qu'ils sont là pour le sauver. Le survivant explique qu'il s'est lui aussi réveillé dans cet endroit étrange, sans savoir comment il est arrivé là. C'est une nouvelle bouleversante. Et le groupe continue à chercher un moyen de sortir en espérant qu'ils trouveront bientôt une issue. ID parvient à ouvrir le sas d'entrée et travaille avec Yuichi pour créer une corde avec leurs vêtements, qu'ils descendent vers la pièce en dessous. En tirant les autres par la trappe, les survivants poursuivent leur chemin dans l'installation. Mais ils ont déjà traversé 8 pièces différentes et ne voient toujours pas le bout du tunnel. Le gamin décide de jeter un coup d'œil par la trappe d'où ils sont sortis, quand soudain, une alarme se déclenche. Le vieil homme l'éloigne rapidement de l'entrée avant que le panneau ne se referme. Mais dès que Chiharu se rend compte qu'on le touche, le gamin panique. C'est un comportement étrange, mais comme le tunnel est fermé, il décide de continuer à traverser l'installation. Yuichi lance une chaussure dans l'autre pièce, mais rien ne se passe. Pensant qu'elle est sûre, il dit aux autres qu'ils peuvent y entrer, mais ID demande pourquoi il est revenu si elle n'est pas dangereuse. L'homme n'a pas de bonne raison à donner, mais son coéquipier Shinji vient à sa rescousse et se porte volontaire pour y aller en premier. Ok, c'est suspect. Les joueurs ont réussi à se déplacer à travers les cubes et jusqu'à présent, leur stratégie a fonctionné. Coopérer les uns avec les autres est notre meilleure chance de survie. Mais dès que nous découvrirons qu'une personne travaille contre le groupe, nous devrons nous méfier. Il est possible que cet homme sache quelque chose qu'il ne veut pas partager avec nous. Et il y a des chances que nous soyons transformés en boucliers de viande avant que nous ne réalisions ce qui se passe. Si c'était moi dans cette situation, je suggérerais que le groupe vote pour savoir si Yuichi doit passer en premier ou non, afin que les choses se fassent par consensus. Ça enlèvera du pouvoir aux joueurs qui agissent de façon égoïste, et ça nous obligera à travailler en équipe pour sortir d'ici en vie. Maintenant, nous devrions aussi garder un œil sur cet homme, parce qu'il y a quelque chose que personne n'a encore envisagé. Si nous regardons les dimensions de cette pièce, nous pouvons faire une supposition assez claire. La hauteur entre le sol et le tunnel est d'environ 1,75 m. Nous pouvons également voir que sa chaussure a 8 œillets, ce qui signifie que chacun de ses lacets mesure environ 137 cm de long. En attachant 2 lacets ensemble, on obtient environ 2,50 m. Mais nous voyons clairement que cet assemblage est beaucoup plus long. Il l'a placé autour de son cou avec beaucoup de mou et a pu lancer la chaussure jusqu'au centre du cube. Cette corde est manifestement beaucoup plus longue que 2,5 m. Et ça signifie probablement qu'il a plus que 2 lacets attachés ensemble. La raison pour laquelle c'est terrifiant, c'est qu'il utilisait déjà cette méthode quand nous l'avons rencontré pour la première fois. Il y a donc de fortes chances qu'il ait planté d'autres joueurs et qu'il ait volé leurs lacets. Il a l'air impitoyable, et nous devons être prudents parce que nos vies ne sont que des ressources pour lui. En gardant ça à l'esprit, je ferai remarquer au groupe que nous ne savons rien les uns des autres, et je veillerai à ce que chacun d'entre nous soit interrogé afin que nous puissions mieux comprendre à qui nous avons affaire. Il est important de souligner que tout concepteur de jeu de la mort voudrait placer secrètement un tueur de sang-froid parmi les joueurs pour maintenir l'intérêt du jeu. C'est pourquoi nous devons trouver des moyens de travailler ensemble afin de nous protéger contre les traîtres. Ceci étant dit, nous devons également adopter l'approche la plus sûre pour nous échapper. Il est clair que nous nous trouvons dans une très grande structure.
structure. Et comme chaque pièce est un cube avec une trappe de chaque côté, il est logique de supposer que la forme de la structure complète est également un cube. C'est exactement la raison pour laquelle monter est une mauvaise idée. Si vous essayez de vous échapper, monter au sommet d'un très grand bâtiment vous laisserait en rade. Même si nous parvenions à atteindre l'extérieur, nous serions à 100 mètres au-dessus du sol sans aucun moyen de redescendre. C'est pourquoi si c'était moi, j'insisterais pour que nous descendions horizontalement vers le coin inférieur du labyrinthe. Parce qu'il y a beaucoup plus de chances que nous trouvions une trappe de sortie au niveau du sol. Pour éviter les pièges, je balancerai la chaussure contre le plafond pour voir si quelque chose se déclenche. Et si rien ne se passe, nous pourrons escalader le système d'échelle ici en passant par la trappe latérale sans marcher sur aucun des capteurs de pression. Une fois dans la pièce suivante, nous pourrons emprunter la trappe du sol pour accéder à la cellule de prison située en dessous de nous, pour continuer à nous déplacer horizontalement dans le labyrinthe. Si nous continuons comme ça, nous pourrons nous diriger vers la sortie la plus probable tout en réduisant de moitié le risque de mourir, parce que nous n'aurons pas besoin de toucher le sol dans toutes les autres pièces. Le groupe se ferait un chemin à travers la trappe, mais le gamin s'arrête au milieu du tunnel pour examiner la séquence de chiffres. Il y a quelque chose qui a attiré son attention, et ils vont bientôt découvrir que le gamin est plus intelligent qu'il n'en a l'air. Ils entrent dans la salle suivante, mais les lumières s'éteignent soudain. Et le groupe panique en entendant des machines s'activer. Idée se rend compte qu'il y a quelque chose au-dessus de leur tête, et ils voient une série de lames circulaires qui se mettent à tourner dangereusement vite. Pour aggraver les choses, ils se dirigent directement vers les prisonniers, et l'homme dit aux autres de voir s'ils peuvent ouvrir une des trappes. Toutes les entrées latérales sont verrouillées, et comme le temps presse, il ordonne aux survivants de se mettre à terre. Terrifié, Yuichi regarde les pales du ventilateur se rapprocher de sa tête, et se laisse tomber au sol avant qu'elle ne le décapite. Idée lui ordonne de déverrouiller la trappe du plancher, mais il est trop effrayé, ce qui oblige le gamin à l'ouvrir lui-même. Dès que la trappe est déverrouillée, les survivants s'échappent rapidement par le trou, évitant de justesse d'être déchiquetés. Dans la pièce suivante, Idée affronte l'homme, furieux d'avoir failli tous les faire tuer. Mais Ando intervient et lui dit de se calmer. Lâchant le survivant, il se dirige vers une trappe pour l'ouvrir, tandis que le vieil homme le critique pour avoir agi de façon aussi puérile. Il est clair que tout le monde est stressé d'avoir frôlé la mort et qu'ils veulent tous sortir. Mais rien n'indique qu'ils se rapprochent d'une sortie. Yuichi se morfond tout seul quand le gamin s'assoit à côté de lui. Et il remercie Chiharu d'avoir ouvert la trappe tout à l'heure. Mais le gamin s'en moque. Il veut savoir si l'homme se souvient de la séquence de chiffres qu'il a trouvée dans la pièce précédente. Et le survivant lui répond qu'il s'agissait de 179, 762, 554. Et réfléchissant rapidement, Chiharu a une idée, et il tente d'arracher un bouton de sa veste. Comme il n'y parvient pas, l'homme lui offre le sien. Le gamin le prend et commence à gratter quelque chose sur le sol de la pièce. Curieux, Yuichi regarde ce qu'il fait et il s'aperçoit que le garçon est en train d'écrire une formule en utilisant les chiffres du tunnel. L'homme comprend ce qu'il essaie de calculer et il fait le calcul lui aussi, découvrant rapidement qu'il y a un schéma. Confuse, la femme lui demande ce qu'ils ont découvert. Et il explique que chaque fois qu'une séquence comporte un nombre premier, ça signifie que la pièce est piégée, et qu'ils peuvent désormais utiliser cette information pour survivre. Yuichi vérifie cette théorie et ouvre une des trappes afin d'inspecter les nombres dans le tunnel. Il n'y a pas de nombre premier ici. Donc l'homme pense que la salle est probablement sans risque. Mais Ando n'est pas d'accord. Il a du mal à croire qu'un gamin ait pu trouver la solution. Et il pense que la théorie est absurde. Yuichi décide donc de lui prouver le contraire. Il saute rapidement dans la pièce suivante et le groupe se précipite vers la trappe, découvrant qu'il est toujours en vie. La théorie s'avérant correcte, le groupe poursuit sa route et parvient à traverser plusieurs salles sans se blesser, en calculant qu'il n'y a pas de nombre premier inscrit dans la trappe. Ok, c'est une avancée majeure. Le groupe a enfin une stratégie pour comprendre quelles sont les pièces mortelles et quelles sont celles qui sont sûres. Sans ça, ils auraient été complètement foutus, parce que jusqu'à présent, leur seule méthode consistait à lancer une chaussure pour voir si elle déclenchait quelque chose, et ça s'est retourné contre eux. Cette salle a littéralement attendu que tout le monde monte à l'intérieur et a verrouillé toutes les autres trappes avant de faire tourner des lames pour tuer autant de joueurs que possible. Cela dit, ils s'en sont rendus compte beaucoup trop tard. Le groupe avait déjà traversé au moins 8 salles différentes jusque-là. Ça signifie qu'ils ont ignoré ces chiffres, alors qu'il s'agissait d'une information dont ils auraient dû tirer parti. Ce qui est encore pire, c'est que comme il y a une séquence de chiffres de chaque côté de chaque trappe, chaque pièce dans laquelle ils se sont retrouvés leur donnait accès à 12 séquences de chiffres différentes qu'ils auraient dû prendre le temps d'étudier. Ça fait beaucoup d'informations qu'ils ont ignorées. Et si c'était moi, j'aurais demandé à tout le monde de ne pas bouger jusqu'à ce qu'on comprenne ce que ces chiffres signifient. Dans la réalité, plus nous recueillons d'informations, plus nous avons de chances de trouver un modèle. Et donc, plus nous avons d'occasion de tester nos théories sans risquer notre vie. La chose la plus importante que ce groupe néglige pour le moment, c'est qu'il n'a pas besoin d'autant de nombres pour savoir si l'un d'entre eux est un nombre premier. Leur solution ignore 66% des informations qui leur sont fournies, ce qui signifie qu'il y a plus de choses à comprendre qu'ils ne le pensent. En gardant ça à l'esprit, je ne continuerai pas tant que nous n'aurons pas une théorie qui utilise chaque chiffre de la séquence, qu'il s'agisse de les multiplier ensemble, de les diviser ou d'ajouter chaque chiffre individuellement. Si nous examinons la question sous suffisamment de perspectives différentes, nous finirons par trouver une réponse plus applicable que les autres.
Il est donc logique de supposer que ces chiffres ne nous indiquent pas seulement où se trouve le danger, mais aussi où nous nous trouvons à l'intérieur de la structure et dans quelle direction nous devons aller pour atteindre la sortie. Cela dit, je chercherai un calcul qui montre une augmentation ou une diminution de sa valeur quand nous nous déplaçons dans une direction spécifique à travers le labyrinthe. Par exemple, si nous additionnons tous les chiffres et que nous continuons à nous diriger vers le bas du labyrinthe, nous pourrons découvrir que la somme totale diminue en valeur en fonction de la direction dans laquelle nous nous déplaçons. Ça indique clairement que les chiffres nous renseignent sur la distance qui nous sépare de la sortie. Ces personnes ne parviennent pas à s'en rendre compte avec les informations dont elles disposent, et ça va leur attirer de gros ennuis. Le groupe arrive dans une autre salle, mais il y a un problème. Toutes les trappes autour d'eux ont des nombres premiers, ce qui signifie qu'elles sont toutes piégées, et la femme suggère qu'ils retournent d'où ils sont venus. Shinji accepte à contre-cœur et tente de déverrouiller la trappe, mais celle-ci ne s'ouvre pas, quels que soient ses efforts. Le vieil homme insiste pour que Yuichi vérifie à nouveau les chiffres en espérant qu'il se soit trompé. Mais c'est une mauvaise nouvelle. La séquence de cette trappe contient un nombre premier, ce qui signifie qu'aucune direction n'est sûre. Et le vieil homme crie de frustration. Soudain, des lames de scie fines comme des rasoirs surgissent et foncent droit sur le survivant, s'arrêtant à 1 centimètre de son visage. Terrifié, il recule tandis qu'Hideishi a une idée géniale. Et il commence à crier dans la pièce. Les lames de rasoir volent à nouveau vers la trappe, ce qui leur fait réaliser que le piège est activé par les bruits forts. Il ne semble pas s'activer quand on secoue la trappe de leur côté, et l'homme dit aux autres que s'ils parviennent à rester silencieux, ils pourront survivre dans cette pièce. N'ayant pas d'autre choix, Yuichi se faufile dans la salle et se dirige sans bruit vers la trappe de l'autre côté. Après s'être assuré qu'elle est ouverte, les autres sortent et le suivent vers la nouvelle pièce. Mais ce plan a un défaut fatal. Le vieil homme commence à monter l'échelle quand la personne devant lui s'arrête, attendant que les autres avancent. Mais Ando s'aperçoit trop tard que la chaussure de Shinji est en train de tomber. Horrifié, le survivant tente de la rattraper avant qu'elle n'atterrisse par terre, mais elle heurte le sol, déclenchant le piège. Les lames sortent et se dirigent directement vers le vieil homme, mais Hide parvient à lui sauver la vie en le faisant passer par la trappe à la dernière seconde. En vérifiant s'il va bien, il découvre qu'une lame a blessé le vieil homme, et le type pète un câble. Il confronte Shinji et lui fait comprendre que sa stupidité a failli lui coûter la vie, et qu'il n'est qu'un fardeau pour le groupe. Dans une autre partie de la pièce, Yuichi remarque un dessin du cube que le gamin a fait. En l'examinant, il se rend compte que le gamin a calculé que la dimension de chaque cellule est de 4,5 mètres sur chaque côté. En tenant compte de cette dimension, le gamin a calculé qu'il pouvait y avoir 27 pièces dans chaque coordonnée longitudinale de la structure. Ça pourrait signifier qu'il y a près de 20 000 pièces au total. Choqué, le vieil homme demande s'ils ont une chance de trouver la sortie, mais il précise qu'il ne veut rien avoir à faire avec Shinji. Son commentaire ne fait qu'empirer les choses pour tout le groupe, mais il va bientôt le regretter. Soudain, les lumières deviennent rouges et du gaz est envoyé dans la pièce. Les survivants prennent immédiatement leurs jambes à leur cou et parviennent à s'échapper dans une autre salle. Mais alors qu'ils reprennent leur souffle, le gamin fait remarquer qu'il n'y avait pas de numéro premier dans la pièce précédente et que quelque chose a dû se produire activant ainsi le gaz. Le vieil homme demande à Yuichi s'il y a quelque chose qui pourrait les aider à s'échapper. Mais quand Shinji ouvre une trappe pour vérifier les nombres, il découvre quelque chose de choquant. Dans la pièce voisine, le groupe trouve un homme mort avec un cube de chair arraché de son corps. C'est le même prisonnier qui est tombé du plafond de la pièce où ils se sont rencontrés la première fois. Et Shinji se rend compte que d'une manière ou d'une autre, ils sont revenus à leur point de départ. Ok, c'est brutal. Ces joueurs ont traversé toutes ces salles en risquant leur vie pour découvrir qu'ils sont finalement revenus à leur point de départ. Ce qui rend la situation encore plus horrible, c'est que d'après les calculs du gamin, il pourrait y avoir jusqu'à 19 683 pièces ici. La probabilité qu'ils se retrouvent au même endroit est donc extrêmement improbable. Dans presque toutes les pièces, les joueurs ont choisi de traverser le labyrinthe en ligne droite et ont parfois été contraints de descendre, ce qui fait qu'il n'y a pas de raison évidente pour qu'ils aient voyagé en cercle. Aussi dévastateur que ça puisse paraître, la vérité, c'est que si ces joueurs avaient été attentifs, ils auraient dû se rendre compte que ce labyrinthe de la mort n'était pas aussi simple qu'il n'y paraît. Dans la première salle, ils ont ressenti un grondement. Mais ce qui aurait dû attirer leur attention, c'est que les vibrations se sont déplacées d'un côté à l'autre et se sont arrêtées juste au-dessus d'eux. La raison pour laquelle c'est important, c'est qu'il est possible que ce soit le cube où se trouve l'homme mort qui bouge, et que les niveaux se déplacent comme un Rubik's Cube dans différentes parties du labyrinthe. Ça pourrait signifier que la séquence de nombres pourrait cesser de fonctionner s'ils prennent trop de temps, parce que le Rubik's Cube modifiera la position de la pièce de sorte que les nombres ne seront plus exacts, ce qui les déstabilisera. La bonne nouvelle, c'est que si c'est le cas, ils ne sont pas revenus au même endroit. Au contraire, ils ont progressé vers le bord de la structure et c'est le cube contenant le cadavre qui a été déplacé. Ils ne doivent pas réagir de manière excessive et la meilleure approche consiste à continuer à avancer jusqu'à ce que nous atteignions le périmètre. Cette stratégie fonctionnera même si nous nous déplaçons comme un Rubik's Cube, tant que nous restons au même niveau. Et comme la gravité ne s'est jamais retournée contre nous, on peut affirmer que le cube ne déplacera que les pièces autour de nous, mais jamais la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Cela dit, le problème avec la théorie du Rubik's Cube, c'est que la structure devra avoir un noyau pour que chaque niveau puisse tourner autour
autour de lui. Ça signifie qu'il y aura des engrenages et des mécanismes quelque part. Mais ce qui est étrange, c'est que nous n'avons rien vu de tel. Ces cubes mesurent 4,5 mètres de large, et il n'y a qu'un demi-mètre de long de tunnel entre les deux. C'est loin d'être suffisant pour faire tourner une structure aussi grande. Donc nous devons supposer que si elle bouge, la chose la plus intelligente à faire est d'ignorer le système des nombres, et de continuer à avancer tout droit jusqu'à ce que nous atteignions le bord. Shinji panique, croyant qu'ils seront piégés ici, mais Ide l'interrompt, insistant pour qu'il continue. Le vieil homme refuse de se joindre à lui, et Ide lui fait comprendre qu'il continuera seul à travers l'installation. Le suppliant d'arrêter, Yuichi lui fait remarquer qu'il n'est pas logique d'avoir fait un cercle pour revenir à cette pièce. La femme acquiesce, se rappelant qu'ils sont descendus par les trappes au sol, descendant ainsi dans plusieurs pièces, et qu'ils n'ont donc pas pu physiquement revenir à leur point de départ. Soudain, les lumières se mettent à clignoter et le groupe entend un étrange bruit mécanique. En y réfléchissant, Yuichi pense que la pièce a changé de position pour qu'il puisse y entrer, et son coéquipier réalise qu'ils ont encore une chance de trouver la sortie. Les autres sont d'accord, et c'est ainsi qu'ils se dirigent vers la pièce suivante. En sortant de la trappe, Ide soulève le survivant et les deux hommes enlèvent leur veste pour créer une corde de fortune. Ils la descendent jusqu'à la pièce du dessous pour que le gamin puisse s'y agripper et le remonter. Mais au moment où Yuichi tend la main pour l'attraper, il se fiche soudain. L'homme se souvient d'un souvenir traumatisant de son passé, mais n'arrive pas à sortir de sa transe, ce qui oblige Ide à attraper le gamin lui-même et à le tirer vers le haut. Pour les autres, il est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Yuichi, et ils vont bientôt découvrir son plus sombre secret. Plus tard, après que tout le monde se soit rassemblé dans la nouvelle pièce, le garçon s'introduit dans une trappe pour vérifier si elle est sûre, et il découvre qu'elle comporte un nombre premier, ce qui signifie qu'il y a un piège de l'autre côté. Soudain, la cellule dans laquelle il se trouve se met à trembler, et le garçon tombe dans le tunnel, activant le piège. Une paire de lasers se met en marche et le scanne, mais juste avant qu'il ne soit abattu, Yuichi le pousse hors de sa portée. L'homme est horrifié d'avoir failli mourir, et il regarde le piège en état de choc avant que Chiharu ne le mette à l'abri. Mais le canon laser ne cesse de les poursuivre. Ils sont sur le point d'être pulvérisés, mais à la dernière seconde, leur coéquipier Ide parvient à les relever, et il aide les survivants à repasser par la trappe. Il se dirige vers eux et tend la main à Yuichi. Mais il est trop tard. Les lasers lui transpercent le corps, et l'homme tombe au sol, mort, ce qui fait une victime de moins, et il en reste 5. Shinji éloigne le survivant tandis que l'écoutille se referme et que le groupe pleure la mort de son coéquipier. C'est le premier ami qu'ils perdent dans le labyrinthe, mais c'est alors que Yuichi fait une découverte. En écrivant la séquence de chiffres, il découvre qu'elle peut être convertie en coordonnées cartésiennes, en additionnant les chiffres. Chaque série de chiffres représentant 3 axes différents. Comme le nombre le plus élevé possible est 999, l'addition des chiffres donne 27, ce qui doit correspondre à la longueur de la structure totale, et ça pourrait les aider à développer une méthode pour trouver la pièce sur l'arête du cube. Ok, c'est une excellente idée, et il commence enfin à avoir une vue d'ensemble. Ces nombres sont des coordonnées cartésiennes, un système mathématique qui permet de décrire un emplacement spécifique dans l'espace 3D. Ces chiffres représentent l'axe X, ces chiffres représentent l'axe Y, et les derniers chiffres représentent l'axe Z. Ça n'a pas été immédiatement évident pour eux parce que les nombres changeaient d'une pièce à l'autre. Par exemple, une pièce avait ses chiffres et la pièce opposée avait ses chiffres. À première vue, il n'y a pas de schéma clair pour passer d'un cube à l'autre, mais si on additionne les chiffres, ces nombres deviennent 17, 16, 14 et 17, 13, 14. Ça signifie qu'en allant dans l'une ou l'autre de ces deux directions, nous nous déplaçons sur l'axe Y de la structure. Il convient également de souligner qu'ils ont réussi à résoudre cette énigme avec un groupe de personnes ordinaires. Ide était mécanicien, Ando, un cadre d'entreprise, Shinji est ouvrier à temps partiel et Chiharu est étudiant. Nous ne savons pas ce que fait cette femme, mais il est clair qu'aucun d'entre eux n'est un génie des maths. La seule personne qui aurait une meilleure idée pour comprendre l'énigme, c'est Yuichi, parce qu'il a un diplôme d'ingénieur. Ça fait un peu stéréotype, mais ce qui est intéressant, c'est que les Japonais sont un des leaders mondiaux en matière de compréhension des mathématiques. Quand l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a réalisé une étude pour classer les pays du monde entier, le Japon était à égalité à la 4e place, alors que les États-Unis étaient à égalité à la 28e place. Dans cette optique, il est tout à fait logique que lors de la première expérience du cube, les créateurs aient dû octroyer à l'équipe américaine un véritable génie en maths, afin de s'assurer qu'elle ait quelqu'un pour l'aider à additionner les nombres. Si on tient compte de tout ce que ce labyrinthe de la mort demande à ses joueurs de comprendre, il est clair qu'ils essaient de trouver des personnes qui sont plus douées que les autres pour la réflexion. Il s'agit là d'une constatation effrayante, parce que si la plupart des joueurs n'ont pas contribué à la résolution de l'énigme, le créateur pourrait décider de les éliminer de toute façon. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes des rats de laboratoire dans une expérience massive, et que même si nous trouvons une sortie, rien ne dit que nous pourrons tous survivre. C'est pourquoi si c'était moi, je ferais en sorte d'utiliser toutes les possibilités qui s'offrent
à moi pour me démarquer du reste du groupe et attirer l'attention du concepteur du jeu. Il se trouve que cette salle avec le laser est un excellent moyen d'y parvenir, parce qu'il y avait une bien meilleure façon de réagir à cette situation. Dès que le gamin est tombé à l'intérieur, la salle l'a scanné avant de tirer avec son laser. Ce qui est un énorme avantage, parce que le fait qu'elle doive vous scanner signifie qu'elle ne peut pas suivre vos mouvements avec précision sans ça. La chose la plus intelligente à faire ici est de prendre l'avantage. Et dès que nous voyons la pièce scanner à nouveau le gamin, nous devrions courir de l'autre côté et ouvrir la trappe, sachant que nous aurons plusieurs secondes pendant qu'elle essaiera de mesurer sa cible. L'enfant pourrait alors sauter hors de portée avant que le balayage ne soit terminé, ce qui obligerait le laser à chercher une autre cible. Si nous continuons ainsi, nous pourrons faire passer tout le monde et montrer aux créateurs du labyrinthe de la mort que nous sommes des candidats valables, qui ne doivent pas être éliminés. Yuichi pense qu'ils finiront par découvrir la sortie s'ils continuent dans le cube, et il ouvre la trappe derrière lui pour vérifier les chiffres. En se basant sur les valeurs du tunnel, l'homme calcule qu'ils sont à 3 pièces d'atteindre le bord de l'installation, et le groupe commence à entrer dans la trappe. Mais Shinji montre clairement qu'il est épuisé. Il n'en peut plus, et deviendra bientôt la plus grande menace pour le groupe. En entrant dans la pièce suivante, Yuichi remarque que le vieil homme perd l'équilibre, et il le rattrape avant qu'il ne tombe. Ando le rassure en lui disant qu'il va bien, puis il lui demande s'il pense qu'il s'agit d'une sorte de punition pour leur péché. Ça déclenche chez Yuichi le souvenir de son frère dans la salle de bain avec des bleus sur tout le corps, et il commence à hyperventiler. Le vieil homme parvient à le faire sortir de sa transe, mais soudain, des barres métalliques sortent du sol et séparent la pièce en deux. Il n'y a aucun moyen de les briser, et c'est trop étroit pour qu'il puisse se faufiler à travers. Ando est obligé d'ouvrir la trappe pour continuer à avancer, et il dit à l'homme que c'est là qu'ils vont se séparer. Leur coéquipier Shinji rassure les autres en leur disant qu'il l'aidera, et il vérifie l'état de l'homme. Il ouvre l'écoutille et suit le prisonnier plus âgé en laissant les survivants derrière lui. Plus tard, le groupe continue à avancer, espérant trouver le bord du bâtiment, et la femme s'en va, sans mentionner qu'elle a trouvé une trappe avec le numéro 999. Ils arrivent dans une pièce sécurisée avec des lumières bleues clignotantes. Mais alors qu'ils sont là, quelque chose d'étrange se produit. Yuichi est scanné par le labyrinthe et un des murs se transforme en écran, projetant le souvenir du jour où son frère est mort. C'est le moment le plus traumatisant de sa vie, et il fond en larmes, se sentant coupable de l'avoir laissé mourir. Soudain, le mur redevient normal et il se ressaisit rapidement, se dirigeant vers la trappe, tandis que les autres le jugent en silence. Dans une autre pièce, le vieil homme ouvre cette trappe et jette un coup d'œil à l'intérieur, s'assurant qu'il n'y a pas de piège. Le coéquipier Shinji prend la parole, insistant sur le fait qu'il est impossible pour eux de s'échapper de cet endroit, et Ando se moque de lui parce qu'il agit comme un gamin. Il est clair qu'ils se détestent tous les deux, mais ils sont interrompus par un bruit étrange. Le vieil homme essaie de comprendre d'où il vient et il jette un coup d'œil par le trou, quand sa tête est maintenue vers le bas dans l'ouverture de la trappe. Shinji en a finalement assez, et il claque la trappe sur la tête du vieil homme, le tuant brutalement. Ça fait 2 victimes de moins et il en reste 4. Pendant ce temps, Yuichi raye le sol frustré quand le gamin le confronte et lui demande pourquoi il a abandonné son frère. L'homme aurait eu tout le temps de le secourir, mais il ne l'a pas fait. Il se plaint de l'injustice des adultes et accuse Yuichi d'être un lâche. Le gamin ouvre alors la trappe du plancher et s'engouffre dans le trou, tombant dans le vide. Le survivant se précipite sur le gamin et tend le bras pour le rattraper. Et il le sauve à la dernière seconde. Ok, c'est dingue. Yuichi vient de sauver la vie du gamin et après tout ce qu'ils ont vécu, le groupe commence enfin à se faire confiance. Le problème, c'est que ça arrive à un moment horrible. Shinji révèle enfin son vrai visage, et s'il commence à assassiner des joueurs, les autres seront des cibles faciles à exploiter. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu a enfin commencé à nous donner plus d'informations qui nous aident à comprendre pourquoi nous sommes ici pour commencer. Et tout se résume à cette pièce. Pour une raison quelconque, le mur s'est transformé en écran de rétroprojecteur, et il a montré à tout le monde le jour où le frère de Yuichi est mort. C'est déchirant, mais ce qui rend la chose si suspecte, c'est que tout est filmé du point de vue d'une troisième personne. Si ce labyrinthe de la mort avait la technologie nécessaire pour détourner nos souvenirs, ce serait à la première personne. Mais au lieu de ça, nous regardons la scène se dérouler comme s'il s'agissait d'un film. Il est littéralement impossible de voir un événement réel se dérouler de la sorte si personne d'autre n'était présent. Et dans cette optique, nous devons supposer qu'il ne s'agit pas d'une technologie humaine. Ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Parce que si nous supposons qu'il s'agit d'extraterrestres qui essaient de nous étudier dans leur laboratoire, ça explique pourquoi personne ne se souvient de la façon dont il est arrivé ici. Nous avons été littéralement enlevés par des extraterrestres. Et aussi horrible que ça puisse paraître, ça nous donne des stratégies claires que nous pouvons utiliser à notre avantage. Le fait qu'ils choisissent de nous montrer des projections de nos souvenirs les plus douloureux indique bien qu'ils s'intéressent autant à nos interactions sociales qu'à notre capacité de sortir de leur labyrinthe. Les concepteurs ont choisi de mener des expériences avec plusieurs joueurs à la fois, plutôt qu'avec des sujets uniques. Ce qui signifie qu'ils souhaitent probablement découvrir comment le jeu influence notre comportement et notre prise de décision. Compte tenu de tous ces facteurs, la chose la plus intelligente que nous puissions faire à ce stade du jeu, c'est de commencer à adopter une approche de sang-froid pour notre survie. En tant qu'humains, nous serions fascinés si nous déplacions des souris dans un laboratoire mortel miniature et que dès qu'elles auraient trouvé le moyen de s'échapper, l'une d'entre elles tuait le reste des sujets de son groupe.
Nous supposerions immédiatement que cette souris était plus intelligente et plus dominante, et qu'elle mériterait donc d'être protégée pour être étudiée. Aussi difficile que ça puisse être, je chercherai à saboter les chances de survie des autres joueurs afin de donner à ces extraterrestres toutes les raisons de me trouver intéressante et de me garder dans les parages. Yuichi remonte Chiharu, soulagé de lui avoir sauvé la vie, et l'enfant pleure dans ses bras, heureux d'avoir au moins un adulte en qui il peut avoir confiance. Une fois la situation réglée, la femme ouvre une trappe et révèle qu'il n'y a pas de pièce de l'autre côté. Ça ne correspond à rien de ce qu'ils ont vu jusque-là, et quand ils jettent un coup d'œil à l'extérieur, les survivants se rendent compte qu'ils ont atteint le bord du cube. Il y a une ouverture massive après la cellule, et la structure elle-même est énorme. Décidant de vérifier à quelle hauteur il se trouve, Yuichi fait tomber une de leurs chaussures par la fenêtre, et il l'entend atterrir 3 secondes plus tard. Il calcule qu'ils sont actuellement à 53 mètres du sol, et que c'est trop haut pour qu'ils puissent descendre. Il donne quelque chose à manger au gamin en guise de cadeau, le remerciant de les avoir aidés à aller aussi loin. Alors qu'il cherche une issue, Chiharu aperçoit quelque chose au loin. Soudain, ils entendent un grand bruit et voient un cube glisser le long de la structure, passant devant un trou ouvert dans le mur. C'est peut-être la sortie, et le garçon lui demande quelles sont les coordonnées pour y accéder. Il explique qu'il doit s'agir de la 27e salle, et qu'elle doit donc avoir le numéro 999 dans sa séquence. En les entendant, la femme révèle qu'elle l'a vu apparaître dans une pièce précédente sur l'axe Y. Les coordonnées de cette pièce se trouvent juste devant le trou, et si les survivants parviennent à y retourner, ils pourront peut-être s'échapper. Avec ce plan en tête, le groupe se dirige vers sa destination, quand soudain, une trappe s'ouvre et une personne regarde à l'intérieur de la pièce. C'est leur coéquipier Shinji qui salue Yuichi, heureux de le retrouver en vie. Mais l'homme lui demande ce qui est arrivé à Ando. L'ami ment et lui dit que le vieil homme est mort tué par un piège. Choqué, Yuichi s'effondre sur le sol, désespéré. Mais le jeune homme remarque que le survivant sourit de façon machiavélique. C'est effrayant, mais ils continuent tous dans le cube, expliquant à Shinji leur plan pour atteindre la sortie. Et alors qu'il vérifie les chiffres dans la trappe, il les rassure joyeusement en leur disant qu'il n'y a pas de danger. Il incite le groupe à passer, mais alors que le garçon grimpe à l'échelle, il demande à l'homme ce qui est arrivé à Ando. Le coéquipier affirme que le vieil homme est mort à cause d'un piège, mais le garçon ne le croit pas. Dans la pièce suivante, le garçon s'approche de Yuichi et lui chuchote que Shinji est un menteur. Soudain, la femme les interrompt, leur annonçant qu'elle a trouvé la pièce 999, et elle part l'inspecter, laissant les autres derrière elle. Distrait, Shinji regarde autour de lui, n'entendant pas le gamin révéler sa découverte macabre. C'est alors que le survivant marmonne qu'il a menti, et que cette pièce contient un nombre premier dans sa séquence, mais que le piège ne s'est pas encore déclenché. En entendant ça, les autres prennent leurs jambes à leur cou et se dirigent vers l'écoutille, sachant maintenant de façon certaine qu'il s'agit d'un traître. Ok, c'était une idée stupide. Le gamin se doutait déjà que Shinji était un menteur. Mais c'était une grosse erreur de le dire à quelqu'un juste devant l'homme qui l'accusait. Il a eu de la chance que Shinji soit trop distrait pour entendre ce qu'il disait. Mais si nous soupçonnons qu'il a déjà trahi quelqu'un, nous devons nous attendre à ce qu'il nous trahisse nous aussi. La seule façon de se protéger est de le doubler en premier, afin de pouvoir nous concentrer sur la sortie du labyrinthe sans avoir à regarder derrière nous. Si c'était moi, avant qu'il ne soit trop tard, je courrais vers cette trappe et j'entrerais dans la pièce suivante en tenant la trappe fermée. Nous pouvons aisément générer plus de force qu'un homme accroupi dans un tunnel, et ça ne lui laissera pas d'autre choix que d'affronter seul les pièges. Les autres seront surpris par notre tactique de sang-froid. Mais après ça, nous pourrons expliquer que Shinji a assassiné le vieil homme puisqu'ils se détestaient tous les deux et que le garder en vie nous mettrait tous en danger. Ce qui est plus effrayant, c'est que les joueurs ont appris que ce labyrinthe est un bloc massif de pièces interconnectées avec un seul cube qui se déplace le long du bord. Compte tenu de l'échelle de cet endroit, avec 27 cubes de 4,5 mètres chacun dans chaque direction et un autre demi-mètre ajouté pour les tunnels de connexion des deux côtés, cet endroit devrait mesurer environ 150 mètres de haut. À titre de référence, c'est presque la moitié de la hauteur de la tour Eiffel. Et comme elle se trouve à l'intérieur d'un extérieur encore plus grand, il est impossible que cette structure mystérieuse ne fasse pas l'objet d'un examen minutieux dans le monde entier. C'est une preuve évidente qu'il s'agit d'un laboratoire dirigé par des extraterrestres, et nous devrions certainement envisager d'autres moyens de nous échapper. Vu de cet angle, il n'y a aucune garantie que nous atteignions la pièce qui se trouve en face de la sortie. Donc en gardant ça à l'esprit, j'envisagerais d'utiliser ce cube mobile à notre avantage. Comme l'espace entre la sortie et la structure est probablement de 5,5 mètres, il est très peu probable qu'il puisse franchir l'écart. Il ne nous reste donc qu'une seule option. Attendre que le cube passe devant notre pièce, puis sauter sur lui quand il se dirigera vers nous, avant de passer à l'intérieur par la trappe. Ensuite, dès qu'il commencera à se diriger vers la sortie, nous pourrons sortir et essayer de sauter. C'est risqué, mais si nous arrivons à atteindre la pièce située juste en face de la sortie, c'est peut-être notre meilleure chance de nous échapper du labyrinthe. Shinji les poursuit et attrape l'homme, le jetant brutalement au sol. Reprenant son souffle, Yuichi demande au survivant pourquoi il a tué le vieil homme. Et Shinji révèle qu'il était fatigué qu'on se moque de lui, ayant été constamment maltraité toute sa vie. Cette existence misérable l'a rendu furieux contre le monde entier, et il compte bien se venger. S'approchant de l'homme, Shinji lui donne un coup dans le ventre et lui fait perdre son souffle. Mais le gamin se précipite alors sur le traître. Il tente de repousser l'homme, mais Chiharu n'est pas assez fort et se fait violemment projeter contre un mur.
Le garçon reprend à peine son souffle quand l'homme l'affronte. Mais avant qu'il ne puisse l'assassiner, il est arrêté à la dernière seconde par Yuichi. Décidant de changer de cible, le traître décide d'en profiter pour l'achever. Et il commence à étrangler le prisonnier. Personne ne viendra l'aider. Mais soudain, l'enfant l'encourage, insistant sur le fait qu'il ne doit pas abandonner. Ça donne à Yuichi la volonté de se battre, et l'homme retire les mains de Shinji de sa gorge, juste au moment où les lumières de la pièce changent de couleur. Soudain, un poteau métallique jaillit, poignarde le traître dans le dos et le soulève dans les airs. Le piège s'est enfin activé, et des pointes sortent de sa chair, le transformant en la décoration de Noël la plus horrible du monde. C'est affreux. Mais c'est alors que la femme les appelle, insistant pour qu'ils se dépêchent avant que la pièce ne se referme. Les survivants se dirigent vers la trappe, et l'enfant parvient à franchir le tunnel qui se referme déjà. Mais Yuichi est coincé de l'autre côté. Il n'a aucune chance de passer, et les 2 survivants sont obligés de l'abandonner à son sort. Ça fait 3 victimes de moins, et il en reste 3. Le gamin fond en larmes, le cœur brisé à l'idée que son ami va mourir, tandis que la salle se déplace dans l'installation et s'arrête devant le trou. Ils ouvrent la trappe et les survivants jettent un coup d'œil à l'extérieur, trouvant un chemin menant à la sortie. La femme insiste pour rester, mais l'enfant décide de voir où ça mène et descend le long du cube. Ayant échappé au jeu de la mort, Chiharu se dirige vers la sortie et marche au loin, espérant être enfin libre. Pendant ce temps, dans une autre pièce, un corps tombe du plafond. C'est Yuichi, et il se réveille soudainement, toujours déterminé à s'échapper. L'homme a survécu, mais quelque part dans le cube, les résultats de toutes les personnes impliquées ont été enregistrés dans la base de données. La femme a secrètement surveillé les personnes piégées dans ce labyrinthe de la mort et suivi leur progrès pendant tout ce temps. Une fois les informations téléchargées, elle ouvre la trappe derrière elle et grimpe à l'échelle, découvrant un autre groupe de prisonniers de l'autre côté. Elle a maintenant un nouveau groupe de sujets à étudier, et elle espère que cette fois-ci, ils mourront tous. Ça fait 3 victimes mortes, 1 personne échappée et 2 personnes toujours coincées dans le cube. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Cube? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!